L'expression « Moyen Âge », utilisée pour désigner une période historique dans le découpage d'une histoire universelle, est apparue pour la première fois en 1688 dans le titre du manuel d'un savant allemand, Christoph Keller, dit Kellarius. Histoire du Moyen Âge, depuis le temps de Constantin le Grand jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs. Cette désignation dépréciative, Moyen Âge, préparée par les humanistes du XVIe siècle, semblait désigner une période moyenne, intermédiaire, entre le glorieux passé gréco-romain antique et un temps de renaissance, Rinascimento en italien, de retour à l'Antiquité et de modernité, après des siècles présentés comme obscurs et barbares. Peu importait qu'entre le IVe et le XVe siècle, il se fût écoulé 1000 ans, ce qui est un peu long pour une période transitoire, et que pendant ces 1000 ans exactement, la civilisation byzantine, correspondant à l'Empire romain d'Orient, ait brillé d'un vif éclat. On oubliait surtout un peu vite que l'héritage gréco-romain, loin d'être oublié, avait été transmis et avait enrichi la civilisation occidentale. Par exemple, l'Énéide de Virgile, œuvre emblématique de l'Antiquité païenne s'il en est, et plus généralement l'histoire de la guerre de Troie, avait donné lieu à d'innombrables récits de fondations, de romans, et constituait le point de départ obligé de toute œuvre historiographique médiévale d'envergure, bien avant que l'érudition humaniste ne s'en empare pour établir ses éditions savantes. Plus étonnant encore, la philosophie grecque aristotélicienne, traduite et commentée en latin d'abord par Boès, puis en arabe par Averroès, avait irrigué toute la pensée de saint Thomas d'Aquin et constitué la base indispensable de la scolastique, au point qu'Aristote figure sur le portail de la cathédrale de Chartres, bien avant que la Renaissance ne l'érige en penseur central de l'école d'Athènes. Ainsi, le Moyen Âge, bien loin d'être une période obscure et barbare, constitue une étape décisive dans l'évolution de la pensée, de l'histoire et de la politique occidentale, sans qu'il y ait de césure, de solution de continuité, ni avec l'Antiquité, ni avec les temps modernes. Si l'on cherche quelques repères chronologiques facilement mémorisables, fixer le début du Moyen Âge revient à chercher la fin de l'Antiquité, ce qui pose quelques problèmes. Si le critère est celui de la victoire du christianisme sur le paganisme antique, on peut hésiter entre 313, date de l'édit de Milan, par lequel l'empereur Constantin le Grand, fondateur de Constantinople, accorde de droit la liberté de culte, ou bien 380, date de l'édit de Thessalonique, par lequel l'empereur Théodose fait du christianisme la religion d'État, et donne, ce faisant, le signal de la persécution des religions et des philosophies païennes. Si le critère de passage d'une période à l'autre est plus politique, il faut mentionner la chute de l'Empire romain d'Occident sous les coups des invasions barbares, avec deux dates importantes, le pillage de Rome par les troupes du roi wisigoth Alaric en 410, et la déposition en 476 du dernier empereur romain, Romulus Augustule, remplacé par Odoacre, le premier roi de Rome d'origine barbare. Alors que l'Empire romain, centré sur la Méditerranée et fortement centralisé, avait subi une première partition en 285, puis en 395, une partition définitive en deux entités politiquement distinctes, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, ce dernier subit, sous les assauts successifs des invasions barbares, un véritable éclatement.
À la fin du Ve siècle, la Gaule est divisée en royaumes rivaux, Francs au nord, Burgonde à l'est, Wisigoths au sud-ouest et Ostrogoths au sud-est. Le plus important de ces royaumes, pour notre histoire, est celui des Francs saliens, dont le roi, Clovis, petit-fils de Mérovée, est le fondateur de la dynastie des Mérovingiens. Après avoir remporté une série de victoires sur ses rivaux, il règne sur les Francs de 481 à sa mort en 511 et se fait baptiser par l'évêque de Reims Saint-Rémy. Cette alliance de la monarchie et de l'Église, et plus généralement la relation de la France avec la papauté, va caractériser toute l'histoire de France, avec des crises inévitables pendant des siècles. Par ailleurs, la présentation hagiographique de Clovis et de ses successeurs par Grégoire, l'évêque de Tours, dans son Histoire des Francs, va influencer toute l'historiographie jusqu'au XIXe siècle. De l'histoire agitée de la dynastie mérovingienne, il n'est pas nécessaire de mentionner autre chose que la forte expansion du christianisme et la montée en puissance au début du 8e siècle de la famille des Pépins. En 732, Charles Martel, un fils de Pépin II, arrête à Poitiers une invasion arabe, ce qui donne le signal du reflux des Omeyyades vers la péninsule ibérique. Son fils Pépin III, le Bref, détrône en 751 le dernier roi mérovingien et fonde la dynastie des Carolingiens. Le plus important souverain de cette dynastie est Charlemagne, Carolus Magnus, roi des Francs à partir de 768 et couronné empereur à Rome en 800, ce qui en fait symboliquement l'héritier de la dignité impériale, disparu avec Romulus Augustule en 476. L'œuvre réformatrice de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, est effectivement considérable. Pour l'administration de son empire, il crée plus de 200 comtés, à la tête de chacun desquels un comte exerce les pouvoirs administratifs, judiciaires, financiers et militaires, sous le contrôle d'inspecteurs envoyés par le souverain, les missi dominici. Sur le plan culturel, Charlemagne donne l'impulsion d'une véritable renaissance carolingienne, encourageant l'instruction avec l'aide d'Alcuin, en fondant des écoles pour les laïcs, en obligeant les clercs à savoir lire et écrire en latin, en développant les ateliers de copie et les bibliothèques dans les monastères et les abbayes, activité de transmission dévolue aux oratores, les moines qui prient, mais aussi qui travaillent. Et cette activité se prolongera pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'à ce que la Renaissance prenne le relais avec l'imprimerie. Par ailleurs, Charlemagne est un conquérant qui mène campagne contre les Saxons au nord, les Lombards en Italie et les musulmans au sud. C'est de retour d'une de ses expéditions en Espagne que son neveu Roland et l'arrière-garde de son armée sont attaqués par des montagnards basques en 778 au col de Roncevaux. Amplifié par la légende au fil des siècles, cet épisode sera immortalisé à la fin du XIe siècle dans le contexte de la première croisade, par la chanson de Roland. À la mort de Charlemagne, l'empire dont hérite son fils, Louis le Pieux, est considérable, mais ne tarde pas à se disloquer en 3 entités, réparties entre ses 3 fils, Charles II, le Chauve, Lothaire Ier et Louis le Germanique, au traité de Verdun en 843. À Charles, la Francie occidentale, futur royaume de France, à Lothaire, la Lotharingie, la partie centrale de la mer du Nord à l'Italie, et à Louis, la Francie occidentale, à l'est du Rhin. Dans les 2 siècles suivants, l'Europe est à nouveau confrontée à de multiples invasions. Au sud, les incursions sarrasines font régner la terreur sur les côtes de la Méditerranée occidentale, et au nord, les Vikings, venus de Scandinavie, assiègent Paris et s'installent en Normandie. Au XIe siècle, ils conquerront l'Angleterre
la Sicile et l'Italie du Sud. Pour se protéger de ces incursions récurrentes, les paysans se regroupent autour de châteaux forts édifiés par les seigneurs locaux et en échange de leur protection acceptent d'en devenir dépendants. Par ailleurs, les petits seigneurs se mettent sous la protection des plus grands. C'est le début de la féodalité. En 987, les grands du royaume élisent Hugues Capet, le petit-neveu du comte de Paris. La dynastie qu'ils fondent alors, celle des Capétiens directs, régnera jusqu'en 1328, avant de céder le trône aux branches cadettes des Valois, puis des Bourbons, mais qui appartiennent à la même famille, de sorte que l'un des derniers rois Bourbons, Louis XVI, pourra, à juste titre, être surnommé Louis Capet pendant la Révolution française. Du XIe au XIIIe siècle, la civilisation médiévale connaît un grand essor. Les terres cultivées, gagnées sur la forêt, sont mises en valeur et produisent davantage, ce qui permet un accroissement démographique important. Mais la paysannerie est soumise à de lourdes obligations, au service de seigneurs qui détiennent l'essentiel des terres et en assurent la défense. Car à côté des laboratores, les travailleurs, vivent les bellatores, les combattants, qui constituent une aristocratie organisée dans un véritable maillage de suzerains et de vassaux. Lorsqu'ils ne chassent pas, ils se battent à la guerre ou s'affrontent en tournoi, régis par des codes féodaux qui cherchent à canaliser leur violence, et disciplinés, tant bien que mal, par l'Église, qui les charge de défendre la foi, et par la littérature courtoise, qui cherche à affiner un peu la brutalité de leurs mœurs. Ces seigneurs vivent dans des châteaux forts, de tailles diverses, selon leur puissance, mais toujours protégés de la même manière, par un fossé, franchi par un pont-levis, des murailles, percées de meurtrières et surmontées de créneaux, et dont les tours sont souvent surmontées de hourds en bois en encorbellement. Au centre se trouve le donjon, qui devra servir de refuge ultime en cas d'assaut et d'investissement de la place. Ce système de fortification peut englober bourgs et faubourgs et jusqu'à des villes entières, entourées de solides murailles, dont certaines, comme celle de Carcassonne, ont survécu jusqu'à nos jours. À l'intérieur de ces villes, qui se développent grâce au commerce et aux grandes foires, sont conduits de grands travaux, en particulier l'érection de cathédrales, d'abord romanes, puis gothiques, cherchant à gagner peu à peu de la hauteur et de la lumière, jusqu'à évider à peu près totalement les supports, pour se transformer en écrins colorés.
Cette importance de la religion chrétienne, présente par l'architecture au cœur de toutes les villes, se manifeste aussi par le souci de chacun de préparer au mieux son sort dans l'au-delà, en particulier en se rendant si possible en pèlerinage à Rome ou à Saint-Jacques-de-Compostelle pour y gagner la rémission de ses péchés. Le long des routes principales de ces pèlerinages sont édifiées des abbayes qui servent d'autant d'étapes sur le chemin de Saint-Jacques. Et c'est parce que le pèlerinage en Terre Sainte est interdit en 1071 par les Turcs seldjoukides, qui viennent de prendre Jérusalem aux Abbassides, que sont lancées les croisades, destinées à assurer à nouveau l'accès aux lieux saints. Les croisades sont des expéditions militaires, patronnées par les papes, et parfois dirigées par les souverains eux-mêmes, ou par des grands du royaume, cherchant la fortune autant que leur salut dans l'aventure orientale. Car si la piété est la raison première de ces expéditions, elle n'en est pas la seule, et l'Europe a profité des croisades pour tenter de canaliser une chevalerie toujours bien turbulente vers des terrains d'opérations divers, par exemple l'Espagne pour la Reconquista sur les Almohades, la Terre Sainte et la Tunisie aux mains des musulmans, mais aussi l'Empire byzantin, qui pourtant, lui, n'a rien de musulman. La première croisade, prêchée en 1095 pour délivrer les lieux saints, permet effectivement de reprendre Jérusalem aux Seldjoukides en 1099 et conduit à créer des États francs, royaume de Jérusalem, comté de Tripoli, principauté d'Antioche et d'autres encore, que les nouveaux ordres religieux et militaires des Templiers, Hospitaliers et Chevaliers teutoniques ont pour mission de défendre à partir de forteresses dont certaines ont subsisté jusqu'à nos jours. Mais par la suite, l'aventure croisée rencontre des difficultés. Subissant les contre-attaques musulmanes, les États de Terre Sainte réclament toujours plus de renforts, et malgré la participation de 3 souverains européens, les rois de France, Philippe Auguste, d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, et l'empereur, Frédéric Barberousse, la 3e croisade est un échec. Quant à la 4e croisade, elle est détournée de son objectif initial, et aboutit à la prise de Constantinople en 1204 au profit des Vénitiens, alors que l'Empire byzantin est chrétien, mais orthodoxe. L'appât du gain seul justifie un tel dévoiement. Au début du XIIIe siècle, l'esprit de croisade conduit aussi à accentuer la lutte contre les hérésies, même en Europe. En 1208, le pape Innocent III prêche contre le comte de Toulouse accusé de protéger les cathares. Mais cette croisade des Albigeois a aussi des motifs politiques. La bataille de Muret voit s'affronter les troupes françaises menées par Simon de Montfort et les troupes méridionales des comtes de Toulouse, de Foix et du roi d'Aragon, Pierre II, qui y trouvent la mort. C'est le début d'une large expansion de la couronne de France vers le sud, tandis que l'Inquisition finira d'extirper les derniers restes du catharisme. Le XIIIe siècle est aussi pour la France celui du règne d'un roi important, Louis IX. Il renforce, au cours de son règne, le pouvoir centralisé de l'État, réforme la justice, instaure une monnaie unique et fonde le collège de la Sorbonne. Par le traité de Corbeil signé en 1258 avec le roi Jaume Ier d'Aragon, il fixe la frontière entre la France et l'Aragon au sud des Corbières, sur la ligne marquée encore aujourd'hui par les châteaux de Puylaurens, Perperthus et Quéribus. Le Roussillon reste aragonais,
tandis qu'au nord de cette frontière, le Languedoc passe à la couronne de France, hormis Montpellier. Roi extrêmement pieux, qui n'hésite pas à laver lui-même les pieds des pauvres, comme pouvait le faire le Christ, Louis IX participe à 2 croisades. Il est fait prisonnier en Égypte au cours de la 7e, puis il conduit à nouveau la 8e lancée contre le sultan Hafside de Tunis, mais il meurt de la peste sous les murs de cette ville en 1270. Presque 30 ans plus tard, son petit-fils, Philippe IV le Bel, le fera canoniser en 1297, pour des motifs autant religieux que politiques. Avoir un saint dans une famille royale lui donne un prestige dont il va user, au cours de son règne, dans sa lutte contre la papauté. Philippe IV le Bel succède à son père Philippe III le Hardi, mort à Perpignan en 1285, au terme d'une désastreuse croisade destinée à détrôner Pierre III d'Aragon, et au cours de laquelle les habitants de la ville d'Elne ont été massacrés. L'expédition ayant tourné au désastre, le jeune roi renonce à toute velléité de s'emparer du trône d'Aragon et se concentre, en France, sur une œuvre centralisatrice considérable, assurée par les légistes, des spécialistes de l'administration. Mais de pressants besoins d'argent le conduisent à confisquer les biens des Juifs et des banquiers lombards, puis à s'attaquer à l'ordre des chevaliers du Temple. Ceux-ci, réduits à l'inaction depuis la perte des dernières places fortes croisées en Terre Sainte, en 1291, savent que leurs jours sont comptés, d'autant qu'ils ont accumulé, pour financer leurs expéditions en Orient, une richesse sur laquelle le roi de France compte bien faire main basse. En conflit ouvert avec la papauté sur la prééminence du pouvoir spirituel ou temporel, Philippe IV a fait élire le pape Clément V, plus dévoué à ses intérêts et qui ne s'oppose pas avec assez de fermeté à l'accusation d'hérésie formulée contre les Templiers. Au terme d'un procès à charge, mené pendant 7 ans, de 1307 à 1314, les grands dignitaires Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, revenus sur leurs aveux, extorqués sous la torture, sont brûlés à Paris, et la légende raconte que Jacques de Molay lance contre le roi de France une malédiction qui durera jusqu'à la 13e génération des Capétiens. Avec la mort de Philippe le Bel en 1314, commence ce que des historiens ont appelé les temps difficiles, 2 siècles de crise politique, militaire, économique, démographique, sanitaire et spirituelle. Une grave crise de succession apparaît lorsqu'après les morts successives des 3 fils de Philippe le Bel, Louis X, le Hutin, Philippe V, le Long, puis Charles IV, le Bel, la question se pose de désigner le nouveau souverain. Le roi d'Angleterre, Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle, semble tout désigner, mais les grands barons de France refusent catégoriquement de donner le trône de France à celui qui a déjà l'Angleterre, en invoquant une loi salique, en usage à l'époque de Clovis, et opportunément déterrée quelques années plus tôt par Philippe V pour accéder lui-même au trône. Les grands barons nomment donc Philippe VI de Valois, le neveu de Philippe le Bel, descendant par les mâles de la lignée capétienne, mais c'en est fini à présent de la branche des Capétiens directs, c'est le début de la dynastie des Capétiens valois. Si Édouard III se soumet dans un premier temps et rend hommage au nouveau roi en 1329, les tensions politiques et économiques entre les 2 royaumes rivaux vont en s'aggravant et la confiscation de la Guyane en 1337 sonne le signal des hostilités. C'est le début d'une guerre qui va durer plus de 100 ans. Dans un premier temps, la France subit de terribles défaites dues à l'alliance entre les Flamands et les Anglais, et surtout à la discipline de l'armée anglaise face à une chevalerie française brouillonne et totalement désorganisée. On peut mentionner la bataille navale de l'Écluse, en 1340, puis les désastres de Crécy, en 1346, et en 1356 de Poitiers, bataille au cours de laquelle le roi de France Jean II est fait prisonnier.
Au terme du traité de Brétigny en 1360, Édouard III renonce au trône de France, mais il y gagne Calais et tout le quart sud-ouest de la France. Une deuxième étape plus favorable, au cours de laquelle le roi Charles V le Sage est assisté du connétable Bertrand du Guesclin, conduit la France à récupérer une bonne partie des territoires perdus. En 1380, les Anglais ne possèdent plus que Calais, Cherbourg, Brest et la côte de l'Aquitaine. Mais sous le règne de Charles VI, qui devient progressivement fou, la France connaît les déchirements de la guerre civile entre Armagnac, partisan du duc d'Orléans, frère du roi, et Bourguignon, partisan du duc de Bourgogne. Les massacres ont lieu en particulier à Paris, en 1413. Le nouveau roi d'Angleterre, Henri V, tire parti de ces désordres, débarque en France, et ses archers infligent une sanglante défaite à la chevalerie française à Azincourt, en 1415. Le traité de Troyes, en 1420, signe la partition de la France en deux zones, le nord, sous domination anglaise et bourguignonne, et le sud, sur lequel règne un dauphin Charles, surnommé par dérision le roi de Bourges. Entre les deux, sur la Loire, la ville d'Orléans subit de la part des Anglais un siège qui menace de leur ouvrir la route de la totalité du royaume de France. C'est alors qu'apparaît Jeanne d'Arc, une bergère venue du pays lorrain de Domrémy. Amenée à Chinon auprès du dauphin, elle parvient en 1429 avec une petite armée à libérer Orléans, puis la route de Reims, où Charles VII peut se faire couronner. Mais après quelques victoires comme celle de Patay, elle échoue à reprendre Paris, est faite prisonnière devant Compiègne, puis au terme d'un procès en sorcellerie mené à Rouen par l'évêque Pierre Cochon, elle est brûlée vive en 1431. Après sa mort, Charles VII parvient enfin à réorganiser son armée et reprend la guerre en 1449. Il reconquiert la Normandie, puis la Guyenne, de sorte qu'en 1453, les Anglais ne possèdent plus que Calais. C'est la fin de la guerre de Cent Ans. Cette guerre de 100 ans, avec ses cortèges de massacres, de pillages et de destruction, n'est pas la seule responsable de ces temps difficiles. Après des siècles d'exploitation agricole, les terres appauvries ne parviennent plus à nourrir une population toujours plus nombreuse. Disette, famine et malnutrition s'enchaînent et offrent un terrain propice aux épidémies. En 1347, la peste noire bubonique se déclare à Marseille et pendant 70 ans fait des ravages. Des villes et villages entiers sont décimés et près de la moitié de la population européenne succombe. Dans l'iconographie, les thèmes de la danse macabre et du triomphe de la mort deviennent alors omniprésents. Alors que son thème est clairement médiéval, cette peinture de Bruegel date de 1562, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors quand peut-on dater la fin du Moyen Âge et le début de ce qu'on a appelé la Renaissance? Si l'on s'intéresse à l'Italie, c'est au début du XIVe siècle, le Quattrocento, avec Dante et Giotto, qu'il faut rechercher les prémices d'une évolution artistique qui va replacer l'homme au centre de l'univers. On peut aussi mentionner l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1450. Avec cette technique, la diffusion des connaissances va pouvoir être assurée à une échelle sans commune mesure avec ce que permettait jusque-là le patient recopiage des manuscrits. Mais c'est aussi la Bible qui va pouvoir être lue bien plus facilement, ce qui ouvre la porte à la grande contestation de la réforme protestante. Une date fréquemment mentionnée, elle aussi, est celle de 1453. La prise de Constantinople par les Turcs ottomans
met un terme définitif aux 1000 ans de l'Empire romain d'Orient, et le reflux des érudits byzantins avec leurs manuscrits grecs va permettre de retrouver des textes que l'Occident ne connaissait que par leur traduction latine ou arabe. C'est le début de la grande aventure de l'humanisme. Enfin, la découverte de l'Amérique en 1492 signale à l'évidence un changement d'échelle. L'Europe découvre d'autres continents, et ce changement d'échelle inaugure l'entrée dans les temps modernes.